Grève des agents de la Société nationale des pétroles en Côte d'Ivoire. Ils dénoncent la mauvaise gestion de l'entreprise. Les autorités gabonaises donnent de la voix. Elles dénoncent l'enquête sur d'éventuels crimes contre l'humanité commis aux dernières élections présidentielles. Enfin, en Tunisie, un appel est lancé pour le renforcement des programmes scolaires en matière d'éducation sexuelle. Ravi de vous savoir fidèle à Sika TV et au rendez-vous de cette session de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, rendons-nous tout d'abord en France où la justice a requis ce mercredi 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende contre Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale. Tout ceci, bien sûr, dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros, ont été requis contre le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, au procès à Paris de l'affaire dite des biens mal acquis. Fils du président Théodoro Obiang, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu vice-président par son père, est jugé pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel de Paris qui le juge depuis le 19 juin. Théodorine Obiang a récemment dénoncé une mascarade qui ne répond à aucune procédure légale, un montage contre le gouvernement légal de la Guinée équatoriale et contre l'Afrique. Théodorine Obiang est le premier dignitaire africain à être jugé dans le cadre des procédures dites de biens mal acquis engagées en France sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines par plusieurs dirigeants du continent. L'enquête ayant conduit au procès ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International a mis au jour le patrimoine considérable de Théodorine Obiang, immeuble avenue Foch, dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, estimé à 107 millions d'euros, voitures de luxe et de sport. Théodorine Obiang a investi en France plus d'un millénaire de ses revenus officiels de l'ordre de 80 000 $ par an, a souligné le procureur. Le procès se poursuit jeudi avec les plaidoiries de la défense. Le jugement devrait ensuite être mis en délibéré. Direction maintenant la Côte d'Ivoire où ça boudorne au sein du parti présidentiel. Le Rassemblement des Républicains a tenu un bureau politique mardi. Objectif, recadrer les militants, remettre le parti en ordre de bataille et évacuer la question de l'alternance pour l'élection présidentielle de 2020. On le sait, les rivalités sont fortes à l'interne pendant que le parti allié, le PDCI, entend avoir son propre candidat pour ces prochaines élections. Les militants du RDR, quant à eux, sont convoqués au 3e congrès de leur parti. Ce sera pour les 9 et 10 septembre prochains. Toujours en Côte d'Ivoire, les agents de la Société nationale des pétroles ont déclenché un mouvement de grève. Ils entendent ainsi dénoncer la mauvaise gestion de cette entreprise publique. À l'appel du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire, Syntepsi, les manifestants ont annoncé une grève illimitée contre des dépenses incongrues du directeur général, des voyages en jet privé et des contrats farfelus. Nous sommes en grève jusqu'à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités concernant la mauvaise gestion de Petroci, a affirmé Ange Didier Koutouan, le porte-parole des employés. Nous réclamons un plan social en cas de licenciement dans le cadre d'un projet de privatisation des actifs de l'entreprise, a-t-il également souligné. La Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole avec 28 champs pétrolifères identifiés, dont 23 attribués à des opérateurs étrangers, Canada, États-Unis, Italie, Russie, Irlande, Koweït et Malaisie.
La Petroci gère l'exploration, la production et la distribution de pétrole, un secteur qui emploie 1 millier de personnes. Pour rappel, la production du pays a doublé entre juin 2015 et juin 2016 pour atteindre 45 000 barils par jour, selon les chiffres officiels. Cette augmentation est due à la mise en exploitation de nouveaux champs, avait précisé en novembre le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, rappelant l'ambition de produire 200 000 barils par jour d'ici 2020. Les champs pétroliers sont essentiellement offshore, près de la frontière avec le Ghana. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Des tirs à l'arme légère ont été entendus aujourd'hui pendant au moins 20 minutes dans le centre des affaires de Kinshasa, ce qui a perturbé la circulation d'une part et contraint tous les bureaux et magasins des alentours à fermer d'autre part. À en croire le porte-parole de la police congolaise, ces tirs visaient à disperser des délinquants qui s'attaquaient aux passants. Ces délinquants se sont retranchés après l'intervention des forces de l'ordre et le calme est vite revenu. Et puis 2 officiers de la police guinéenne sont accusés d'avoir vendu frauduleusement des passeports biométriques à des non-guinéens. Selon des officiers de police judiciaire, des investigations sont en cours pour démasquer d'éventuels complices. Les 2 officiers interpellés attendent quant à eux une procédure judiciaire déclenchée par la police des investigations. Le gouvernement gabonais dénonce l'enquête conduite par une juge d'instruction en France sur d'éventuels crimes contre l'humanité commis au Gabon, lesquels crimes auraient été perpétrés lors des violences post-électorales après les élections qui ont conduit à la réélection controversée d'Ali Bongo Ondimba. Voici les images. Les autorités gabonaises ont dans un communiqué dénoncé ce mardi l'enquête par une juge d'instruction en France sur d'éventuels crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales, et ce, après la victoire controversée du président Ali Bongo à la présidentielle de 2016. En effet, en septembre dernier, un franco-gabonais qui souhaite garder l'anonymat avait déposé une plainte en France pour arrestation et détention arbitraire en bande organisée, torture et actes de barbarie en bande organisée, tentative d'assassinat et crimes contre l'humanité. Le dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile avait automatiquement conduit à l'ouverture, le 20 avril 2017 par le parquet de Paris, d'une enquête confiée à une juge d'instruction. Mais le 26 juin, la juge avait retenu ce dernier chef. Aucune investigation n'a été réalisée. Il ne peut être d'emblée considéré que les faits qualifiés de crimes contre l'humanité n'ont pas été commis. Dans son communiqué, le gouvernement estime que les faits évoqués par les avocats du plaignant résultent de procédures classiques de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Il ajoute que le principe de souveraineté interdit à un État de juger un autre État ou de juger les dirigeants d'un autre État. Pour rappel, l'annonce début septembre de la réélection du président Ali Bongo avait provoqué des violences rares. Plusieurs personnes avaient été tuées. En Libye, 5 personnes, dont au moins un enfant, ont été tuées mardi à Tripoli, la capitale, par une roquette tirée par des inconnus. Selon le ministère libyen de la Santé, au moins 25 autres personnes ont été blessées dans l'explosion. Par ailleurs, des affrontements ont opposé les services de sécurité à un groupe hors la loi dans le périmètre de l'aéroport de Tripoli. Et puis au Ghana, la police a annoncé qu'au moins 17 mineurs étaient recherchés mardi par les équipes de secours, et ceci après l'effondrement d'une mine d'or illégale dans le sud-ouest du pays. C'était le week-end dernier. Après l'effondrement ce dimanche d'une mine d'or illégale dans le sud-ouest du Ghana, les équipes de secours sont à la recherche ce mardi d'au moins 17 mineurs. Située à Presté-Nsouta, à environ 320 km à l'ouest d'Accra, la capitale, la mine abandonnée a cédé ce dimanche après-midi alors que les mineurs illégaux remontaient à la surface de cette mine profonde de plus de 80 mètres. Avant l'effondrement total de la mine, plusieurs mineurs avaient réussi à sortir sains et saufs, mais depuis, aucun des mineurs disparus n'a été remonté. Selon un porte-parole du ministère des Terres et des Ressources naturelles,
La mine n'était plus censée être en activité et les mineurs n'avaient aucun droit d'être là. Notons que le Ghana est le deuxième producteur d'or d'Afrique après l'Afrique du Sud. Prochaine destination, la Tunisie, pour parler de cet appel à un renforcement des programmes en milieu scolaire, une initiative d'experts qui ont relevé les carences persistantes en matière d'éducation sexuelle dans ce pays. Cette situation expose notamment la jeunesse à des comportements à risque. Tunis abrite une conférence nationale sur l'éducation sexuelle complète qui est à son deuxième et dernier jour ce mercredi. Une rencontre à l'appel de plusieurs ONG et du Fonds des Nations Unies pour la population. Une cinquantaine d'experts sur l'éducation et la santé y sont rassemblés. En effet, le nombre de rapports sexuels hors mariage est en constante augmentation dans le pays. L'un des aspects pouvant expliquer cet état de choses, le recul de l'âge du mariage en Tunisie, passé chez les femmes de 24 ans en 1995 à 27 ans et plus en 2005. Ce qui implique que si l'initiation à la vie sexuelle est plus précoce, le manque d'informations expose la jeunesse à des comportements à risque qui peuvent mener à des infections sexuellement transmissibles, des interruptions volontaires de grossesse ou à des naissances non désirées. D'après une enquête menée par l'Office national de la famille et de la population en 2009, l'âge moyen pour le premier rapport sexuel en Tunisie était de 16 ans pour les filles et 17 ans pour les garçons. Plus de 8 jeunes sur 10 dans la tranche de 15 à 24 ans disent ne pas avoir utilisé de préservatif lors de leur premier rapport. Il se fait donc urgent que les autorités mettent en place une éducation sexuelle complète dans les établissements scolaires. Et pour refermer cette édition, rendons-nous au Cameroun. Plus d'un mois après la mort mystérieuse de l'évêque Jean-Marie Benoît Bala, le procureur a rendu public mardi les résultats de l'autopsie. Il en ressort que la noyade est la cause la plus évidente du décès de l'évêque, mais rien n'indique qu'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat. Ces résultats surprennent l'Église catholique parce qu'ils contredisent les premières observations. Une source au sein de l'Église catholique assure en effet qu'au moment de la découverte du corps, l'hypothèse d'une noyade avait été totalement écartée car l'évêque Bala n'avait pas d'eau dans ses poumons. Et les médecins avaient même estimé que le corps n'avait pas passé plus de 4 heures dans l'eau. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention à Siccar. Au revoir.